tel quel. Podcast. Vous écoutez Le Scan, le podcast d'actu tel quel. L'homme est puissant et méconnu du plus grand nombre. Il se nomme Yoshua Pinto, un rabbin qui côtoie les grands de ce monde et qui voue un attachement certain à la religion, au business, mais également au Maroc. Lumière sur un personnage hors du commun avec Yacine Majdi, journaliste tel quel. Bonjour Yacine. Bonjour Rachid. Comment s'est déroulée votre première connexion avec le rabbin Yoshua Pinto? On veut tout savoir, y compris dans le détail. En fait, notre rencontre avec le rabbin Yoshua Pinto s'est déroulée en 3 temps. Il y a eu un premier temps d'abord où les équipes du rabbin Yoshua Pinto nous ont contactés en vue d'organiser une interview. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on était très surpris de cette proposition, parce que le grand rabbin Pinto, c'est quelqu'un que l'on suit maintenant depuis 3 ans. Depuis plus précisément sa nomination en tant que chef du tribunal rabbinique au Maroc. Alors, le rabbin Pinto, c'est quelqu'un qui est très expressif. Sur Instagram, sur Facebook, il n'hésite pas à partager avec sa communauté. Mais l'homme est quand même un peu réservé. Ça, c'était dans un premier temps, où on nous a proposé bien sûr l'interview et qu'on a accepté. Dans un second temps, le rabbin a d'abord voulu faire une rencontre avec nous. Alors, je vous donne un peu le cadre de cette rencontre. On débarque dans un quartier cossu de Casablanca. Devant la maison du rabbin, on voit pas mal de voitures de luxe. Et le trottoir est peint en jaune, ce qui signifie que ces places-là sont réservées pour la maison du rabbin, ce qui signifie déjà que le rabbin est habitué à avoir des visiteurs. De nombreuses voitures de luxe garées, et on retrouve aussi de nombreux étudiants de ce qu'on appelle une yeshiva, en tout cas la yeshiva du rabbin. Une yeshiva, il faut savoir, c'est une sorte d'école qui forme à l'enseignement du Talmud, de la Torah, mais aussi de la Kabbale. Et justement, de nombreux étudiants venus d'à travers le monde étaient présents devant la maison du rabbin, des États-Unis, du Canada, du Nigeria, de l'Éthiopie. Ils venaient de partout dans le monde. Mais vous, à titre perso, lorsque vous avez vu le rabbin pour la première fois, comment il vous a salué? Comment il vous a regardé? Est-ce qu'il y a des choses particulières qui se sont dégagées? C'était une grande surprise. Il faut savoir qu'on rentre dans la maison du rabbin, le rabbin avait des invités, on nous fait attendre quelques minutes, et le rabbin débarque tout d'un coup dans un patio et attire immédiatement l'attention de ses proches. Tous sont concentrés sur lui, et lui est concentré sur nous, ironiquement. Il nous accueille très gentiment, nous serre la main, de manière très chaleureuse, et il ne la relâche pas. C'est-à-dire que pendant près de 20 minutes, on discute avec le rabbin qui cherche à savoir un peu les éléments que l'on va aborder lors de notre interview, mais il le fait de manière très douce et très gentille. Il a un regard très tendre, il vous tient la main, et il se tient presque prêt à vous enlacer à tout moment. C'est un homme très affectueux, ce qui nous a un peu décontenancé et il nous a surpris. Ce qu'on a envie de savoir aussi, c'est pourquoi tel quel a décidé de lui consacrer sa une et toute une couve. Au-delà de son titre de grand rabbin ou de chef du tribunal rabbinique au Maroc, le rabbin Pinto, c'est un homme qui est très puissant. C'est un homme qui a un réseau qui compte près de 150 000 disciples à travers son organisation, qu'on va certainement mentionner plus tard, et aussi qui est considéré quasiment comme une figure sainte chez certains de ses disciples. Et ses disciples sont très puissants, très influents, et en tout cas, notre réflexion à tel quel, c'était de mettre en avant ce personnage qui est puissant, mais très discret, et qui est présent au Maroc. Et ce personnage, d'où tire-t-il sa légitimité, sa puissance, voire sa méga-puissance? Il y a 2 choses. Sa légitimité, d'une part, il l'attire d'une ascendance que l'on dit sainte. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Yoshua Pinto est le descendant du rabbin Chaim Pinto, qui a sa tombe, c'est une figure sainte, qui a sa tombe à Essaouira, qui est visitée chaque année par des milliers de pèlerins juifs. Parmi ces milliers de pèlerins juifs qui visitent la tombe de Chaim Pinto, il y a un certain Jared Kushner. De l'autre côté, le grand rabbin Pinto descend de sa mère d'une autre figure sainte, connue sous le nom de Baba Sali, qu'on peut traduire littéralement par Père Pris. Alors, Baba Sali est considéré comme une figure sainte, il est né au Maroc, mais a fini sa vie en Israël, où il a notamment posé les bases de la famille Pinto en Israël, mais aussi construit plusieurs yeshivas, mis en place plusieurs yeshivas. Et sa tombe, en fait, qui est basée à Negev, dans le désert israélien, est une véritable attraction touristique. Et ça en dit long sur son influence. Chaque année, par exemple, ce sont près de 600 000 pèlerins qui visitaient, en tout cas avant le Covid, la tombe de Baba Sali. Au-delà de ça, pour connaître la véritable influence de Baba Sali, il faut se dire que cette tombe était mise en avant par le site de l'Office du tourisme israélien. Donc c'était un capital touristique pour Israël. Et comment vous expliquez qu'un homme aussi vénéré dans le monde soit aussi méconnu des Marocains? Tout simplement parce que le rabbin Pinto est un homme très discret. Jusqu'à cette fameuse interview avec tel quel, il n'a que très rarement accordé des propos, si ce n'est quasiment jamais. Son organisation ne communique pas, Chouva Israël,
Et on va dire aussi que ce qui a contribué en quelque sorte à sa discrétion, c'est son temps passé en prison. Le grand rabbin Pinto a été condamné, on va y revenir plus dans le détail plus tard, mais à 10 mois de prison pour corruption. Ce qui signifie aussi qu'il n'a pas eu forcément le temps de s'exprimer ou de se mettre en avant. Est-ce que ça veut dire aussi qu'on présente ce personnage comme un homme exemplaire, plein de sagesse, mais qui en même temps n'est pas aussi clair que ça? Alors, il faut être très clair, c'est que le rabbin Pinto a fait l'objet de poursuites. Alors, notamment en Israël, où justement, il a été accusé de corruption envers un haut fonctionnaire de la police israélienne. L'homme a plaidé coupable, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a été condamné à 10 mois de prison. De l'autre côté, il faut savoir aussi que le grand rabbin Pinto a auparavant été poursuivi par son ancien beau-père, qui est le grand rabbin d'Argentine, mais cette plainte a été retirée depuis. Aux États-Unis, le rabbin Pinto était aussi indirectement impliqué dans une affaire de corruption. Je dis bien indirectement, puisque le rabbin Pinto a en quelque sorte fait office d'informateur pour le FBI dans une affaire de corruption. Donc quelque part un peu contrasté le personnage? En tout cas, il a sa part d'ombre. Vous avez fait référence à la Chouva Israël, c'est une organisation israélienne qui vient d'ouvrir une antenne au Maroc, sans qu'on sache c'est qui, c'est quoi? Tout simplement, Chouva Israël, c'est une organisation, en tout cas c'est comme ça que le rabbin et ses équipes la présentent. C'est une organisation qui vise à faciliter la pratique de la religion juive. Alors vous allez me dire comment? Ça se fait en plusieurs points. Tout d'abord, à travers la création de yeshiva. Au pluriel, on dit des yeshivot. Et la yeshiva, en fait, c'est un centre de formation à l'apprentissage de la Torah, du Talmud et de la Kabbale. Et elle permet aussi de former ses étudiants à la pratique de métiers liés à la religion juive. Je m'explique, par exemple, comme en islam, nous avons le halal. Dans la religion juive, il y a le kasher. Et pour le kasher, il faut des sacrifices religieux. Du coup, les étudiants, par exemple, sont formés au sacrifice religieux à travers une formation rabbinique, une formation qui est proche de la formation vétérinaire. Chouva Israël ambitionne également de faciliter la pratique de la religion juive à travers la mise en place du kashrut, qui est l'ensemble des règles liées à la consommation d'aliments dans la religion juive, et aussi la mise en place d'une industrie cachère, qui du coup permet le respect intégral de la kashrut pour les pratiquants de la religion juive. Qui dit industrie cachère dit des investissements lourds, conséquents, capitalistiques, et en même temps on a une communauté juive au Maroc estimée à un peu plus d'un millier de personnes. Est-ce que cela a du sens? Ce qu'il faut savoir, en tout cas ce que disent les Pinto, ou les proches du rabbin Pinto, c'est tout d'abord que le kasher au Maroc n'était pas aux normes mondiales, telles qu'on les connaît maintenant. Pour eux, le Maroc était un pionnier dans la certification kasher dans les années 50-60, avant la grande migration de la communauté juive vers Israël. Mais pour eux, le Maroc a perdu du terrain depuis justement cette migration, et les normes marocaines ne sont plus équivalentes aux normes internationales telles qu'on les conçoit aujourd'hui avec les développements des technologies récentes. Du coup, pour eux, ils visent d'abord une mise à niveau de l'industrie cachère et de la certification cachère pour permettre à la communauté juive locale de consommer du cachère. Sachant que, selon eux en tout cas, une grande partie de la communauté juive marocaine devait avoir recours aux services de traiteurs étrangers et du coup importer des repas vers le Maroc. Donc eux visent d'abord, en tout cas leur ambition première est d'abord de mettre en place cette industrie au niveau local, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le Maroc ambitionne d'accueillir chaque année maintenant 500 000 touristes israéliens. C'est en tout cas ce qu'a affirmé la ministre du Tourisme Nadia Fattah. Et du coup, il faut satisfaire les besoins de cette communauté. Cela signifie bien sûr cachériser des produits de base, comme l'eau, comme les produits laitiers, mais aussi les viandes. Viendront ensuite d'autres produits qui seront voués à être cachérisés. Alors au Maroc, déjà, certaines entreprises se sont déjà placées dans la course à la cachérisation. Parmi elles, il y a une grande entreprise du secteur agroalimentaire, et il y a aussi une eau minérale marocaine qui est en processus de cachérisation. Alors, à long terme, les Pinto n'envisagent pas que de satisfaire les besoins du marché marocain ou des touristes venant au Maroc. Ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, la Belgique récemment, ou en tout cas la région de la Wallonie en Belgique, a interdit le sacrifice religieux, que ce soit cachère ou halal. Quelques temps plus tard, en juin 2020, la Cour de justice de l'Union européenne a tout simplement autorisé les États membres de l'Union européenne à interdire le sacrifice religieux, qu'il soit cachère ou halal. Donc la grande ambition des Pinto, en voyant les récents développements, c'est de promouvoir une industrie cachère qui pourrait collaborer éventuellement avec une industrie halal et qui serait vouée à l'export vers l'Europe. Et donc du coup, partir à la conquête du marché européen, voire américain ou israélien. En clair, quand on voit un petit peu cet écosystème que vous venez de dessiner, ça veut dire quoi aussi? Que croyances religieuses et business, ça fait bon ménage? Ce qu'il faut savoir, en tout cas ce qu'on nous dit du côté des proches du rabbin, c'est que la religion et le business ne sont pas si tabous dans la religion juive.
On peut venir chez son rabbin, parler de placement financier, et ça peut nous paraître très saugrenu à nous, Marocains. On ne se voit pas, par exemple, venir vers un frère et lui demander son avis sur un placement immobilier ou un placement en bourse. En tout cas, au sein de la communauté juive, c'est quelque chose de très commun. On vient parler de ses problèmes personnels avec sa femme, comme on peut parler de business. Ils sont beaucoup plus décomplexés. Exactement. Qui sont ces disciples investisseurs et qu'est-ce qui les motive réellement? La communauté du rabbin compte 150 000 personnes. Certains même l'évaluent à 1 million de personnes en fonction de certains lives sur lesquels le rabbin attire de nombreux followers ou disciples. Mais il y a certains qu'on peut qualifier en quelque sorte de all-stars et qui sont venus visiter le rabbin au Maroc. Alors parmi eux, il y a Jay Schottenstein. Jay Schottenstein n'est pas un nom qui résonne particulièrement pour tout le monde. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Jay Schottenstein, c'est le PDG, mais aussi l'un des actionnaires de l'entreprise, en tout cas du spécialiste de l'habillement, qui est American Eagle, et qui est déjà très implanté au Maroc. Parmi les autres disciples connus et portés sur le business du rabbin, on retrouve un certain Shalom Mackenzie. Lui aussi, son nom n'a pas véritablement d'écho, mais Shalom Mackenzie, il faut savoir que c'est le roi du pari aux États-Unis. Il possède la plus grosse entreprise de paris en ligne, qui s'appelle DraftKings. DraftKings, pour les non-initiés, est un sponsor majeur d'événements sportifs aux États-Unis. Je pense notamment à l'UFC, le championnat de combat, qui est sponsorisé par DraftKings. Bien sûr, il y a des noms que l'on connaît un peu plus chez nous, comme Patrick Drahi, qui est natif de Casablanca, et qui est le propriétaire du groupe Altis. Alors, sous la bannière de Altis, il faut savoir bien sûr qu'il y a l'opérateur téléphonique SFR, et aussi les journaux Libération et l'Express. J'en citerai un dernier, et pas des moindres, c'est Eduardo Elstein. Eduardo Elstein est un homme d'affaires argentin. Alors, selon le Financial Times, il est considéré comme le big boss de l'immobilier argentin. Et il est aussi le propriétaire d'une entreprise qui s'appelle Cresud. Cresud, en fait, est un groupe qui opère dans l'agroalimentaire dans l'ensemble de l'Amérique latine et qui est considéré comme l'une des plus grosses entreprises de l'agroalimentaire dans cette région du monde. Donc on voit bien que c'est du lourd, du très 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 lourd. Effectivement, il faut se dire aussi que, on va dire, même le commun des mortels, parfois connaît le rabbin. On m'a raconté une anecdote notamment où le rabbin était à une époque basé à Beverly Hills, quartier de Los Angeles, où il y avait une énorme procession qui s'est mise en place devant sa maison. Alors tout simplement, quel était le but de cette procession? C'est tout simplement des gens comme vous et moi qui viennent vers le rabbin et qui veulent tout simplement lui donner de l'argent pour obtenir sa bénédiction. Et on m'a raconté par exemple que les queues pouvaient durer parfois des heures et des heures pour pouvoir avoir accès au rabbin, lui donner de l'argent et recevoir sa bénédiction. Récemment, le Maroc et notre pays vient de légaliser la culture du cannabis à des fins thérapeutiques. Est-ce que c'est un business qui pourrait les intéresser? Selon les proches du rabbin, en tout cas, cette thématique a déjà été évoquée par des businessmen constituant la communauté du rabbin. C'est quelque chose qui a été discuté, mais qui est encore très embryonnaire, vu que le projet de loi est lui-même embryonnaire au Maroc. Mais ça ne veut pas dire que les disciples du rabbin n'ont pas évoqué d'autres secteurs par lesquels ils seraient intéressés. Alors, du côté de la communauté du rabbin, il y a un intérêt certain pour plusieurs secteurs. On nous parle d'une appétence pour le secteur de l'agriculture et de la biotech. On évoque également les secteurs de potentiels investissements dans les secteurs de la tech et un intérêt marqué pour les métiers de la finance. Mais au-delà de ça, on nous dit également que 2 projets devraient bientôt voir le jour, en tout cas 2 projets qui ont reçu l'aval et la bénédiction du rabbin. C'est 2 projets qui sont dans l'immobilier touristique et dans l'agriculture. Vous venez de dire que le rabbin donne son aval et sa bénédiction, mais en même temps, est-ce qu'il prend une commission là-dessus? Du côté des équipes du rabbin, on nous assure qu'il ne touche ne serait-ce qu'un dirham sur toutes les transactions ou toutes les affaires qui sont scellées avec sa bénédiction. Le rabbin a un proche conseiller qui s'appelle Adil Ofir, qui lui, par contre, participe ou participerait de temps en temps à ces transactions, par contre. On présente le rabbin comme une personne extrêmement riche, extrêmement puissante aussi financièrement, qui se baladerait en jet privé et qui mènerait un train de vie luxueux. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, d'où vient tout cet argent? Pour ça, c'est très compliqué. Le rabbin, quand on lui pose la question de l'argent, il refuse de s'exprimer. Il dit qu'il n'aime pas parler d'argent. Il dit même que la seule propriété qu'il possède, ce sont ses habits. Bon, il convient de faire un point. Tout d'abord, Chouva Israël est basé sur les dons de ses généreux ou en tout cas puissants disciples. Ce qui signifie que l'organisation, en tout cas ce qu'on nous dit, brasserait plusieurs centaines de millions de dollars chaque année grâce à ces dons. Vous connaissez la politique aux États-Unis où par exemple les dons ne sont pas imposés. Alors quant au train de vie luxueux du rabbin, ou en tout cas son mode de vie luxueux, alors ce qu'il faut savoir c'est que le rabbin a à un moment souffert de multiples cancers et que ses disciples ont estimé qu'ils devaient lui porter aide, en tout cas c'est ce qu'on nous dit du côté du rabbin,
Ses disciples estimaient qu'il devait lui venir en aide et faciliter ses déplacements pour aller voir ses médecins. Donc notamment, il a utilisé ses jets privés pour des déplacements de santé. Depuis, le rabbin s'est remis de ses pépins de santé. Mais ce qu'il faut savoir également, c'est que du côté de ses proches, on nous assure que les disciples du rabbin, tout simplement, ne se voient pas vivre une meilleure vie que leur rabbin. Et donc, du coup, veulent lui donner les meilleures conditions, les conditions optimum pour vivre sa vie, en lui assurant les meilleurs moyens de transport, en lui offrant les villas les plus luxueuses. Et c'est là d'où viendrait tout simplement toute la puissance financière du rabbin. C'est du moins ce qu'on affirme du côté de ses proches. Influence religieuse, influence économique, mais également politique. Est-ce à dire que Chouva Israël jouera un rôle déterminant dans les grands dossiers maroco-marocains, notamment celui du Sahara? Sur ce point-là, les équipes du rabbin restent très très discrètes. Et même le rabbin lui-même refuse d'en parler. Alors, je ne pense pas qu'il faudrait, en tout cas, donner cette puissance à Chouva Israël, mais plutôt à la personne du rabbin lui-même et à ses proches. Ce qu'on nous dit du côté des proches du rabbin, c'est que le rabbin a des liens avec des personnes qui sont influentes au sein du Congrès américain, mais aussi aux portes du Kremlin russe. C'est dire toute la portée du rabbin. On nous dit également que le rabbin, ou en tout cas ses proches, peuvent activer certains leviers au sein des communautés juives à travers le monde, que ce soit par exemple au Mexique, en Afrique du Sud ou en Russie par exemple. Donc il faudra compter avec Yoshua Pinto dans un avenir proche et lointain. Officiellement non, officieusement très certainement. Mais ce qui est sûr, c'est que l'homme dit, ou en tout cas même ses proches disent, qu'il s'est toujours montré prêt à servir le Maroc, même quand on ne lui a pas demandé. Au final, Yacine, qu'est-ce que vous retenez de Yoshua Pinto? Personnage controversé, personnage que vous avez appris beaucoup plus de choses, attachant, et qui garde toujours un côté mystérieux? Alors c'est un peu tout ce que vous dites à la fois. C'est que, bien sûr, on ne peut pas oublier la controverse, ou en tout cas, le grand rabbin ne s'est jamais exprimé très clairement sur les faits qui lui ont été reprochés en Israël, par exemple. Donc c'est un homme nimbé de mystère. Il a toujours cette aura quasi mystique qui l'entoure et on est vraiment incapable de le déchiffrer. Mais ce qu'on retient aussi, c'est que l'homme est puissant. À la fois de par son réseau économique, on va dire, les grands patrons auxquels il a accès, et qui viennent lui rendre visite au Maroc. Je citais par exemple l'exemple de Eduardo Edelstein tout à l'heure, parce qu'il faut savoir, c'est que Eduardo Edelstein a récemment consacré une journée pour voir le rabbin. Il s'est déplacé expressément d'Argentine, a pris son jet privé, s'est rendu à Casablanca pour voir le rabbin quelques heures et est reparti en Argentine. C'est vous dire toute l'influence du rabbin. Et bien sûr, il a une influence politique sur laquelle il se montre très discret. Sans oublier, et ça c'est je pense la partie la plus importante, l'influence business, notamment à travers son frère Menachem Pinto, qui est en train de mettre en place les véritables bases d'une industrie cachère qui, sur le long terme, pourrait bien profiter au Maroc. Donc, au final, avec le rabbin, nos impressions se sont confirmées. Mais est-ce qu'on est capable de déchiffrer l'homme un peu plus? Ça, je ne saurais pas vous le dire. Est-ce que c'est une rencontre qui vous aura marqué en tant que journaliste? Bien évidemment, quand on rencontre un homme de cette puissance, mais aussi qui dégage, on va dire, une telle aura apaisante, c'est quelque chose qui vous marque automatiquement. On le décrivait d'ailleurs il y a quelques années dans Tel Quel comme une sorte de gourou ésotérique. Parce que je peux vous dire, c'est qu'on a confirmé cette impression. Merci beaucoup, Yacine. Merci, Rachid. Le scan, c'est terminé pour aujourd'hui. L'émission est disponible sur toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à partager vos émissions préférées. Pour l'information en temps réel, rendez-vous sur telquel.ma. Pour plus d'enquêtes, de reportages et d'analyses, abonnez-vous à Tel Quel sur telquel.ma/abo, telquel.ma/abo, abo, abo, abo.